Il est né le 20 mars 1973 de parents martiniquais. Il est fils d'un CRS et d'une employée de la Poste. Il a fait sa scolarité à Tours et c'est en classe de première qu'il fait ses débuts en tant que journaliste à la radio, en présentant des flashs sur Radio Béton aux côtés de son père. Il obtient un DUG d'histoire. Après l'obtention de son diplôme de journalisme, il travaille un temps en presse écrite et il rédige quelques articles sportifs dans le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest, puis pour Média Tropical. Il débute sur France Bleu dans diverses antennes locales avant de passer sur France Info. C'est en 2006 que le présentateur TV est découvert du grand public. Il est nommé comme joker officiel de PPDA, puis de Laurence Ferrari à partir de la rentrée 2008. Lors de son arrivée, il réalise d'excellentes audiences, à tel point que les Guignols de l'info en font leur présentateur vedette en remplaçant PPDA. En même temps que son arrivée, le journaliste présente le magazine 7 à 8. Il devient alors le premier présentateur de couleur de la télévision française. Symbole de la diversité dans les médias, il est devenu en quelques années l'un des présentateurs préférés des téléspectateurs, homme aux multiples casquettes, présentateur, producteur. Vous l'avez compris, on va passer un moment extraordinaire. Il s'appelle Harry Roselmack. Merci. Merci Olivier. Quel honneur de te recevoir. Quel honneur d'être présenté comme ça. On va parler de ton début de ton histoire et puis après on parlera de 7 à 8. Donc ça a commencé, je veux dire, globalement, même si on a parlé de la radio, le 20h, ça a été un moment important, 30 octobre 2006. Alors le premier 20h, ça a été le 16 juillet 2006. 30 octobre, c'était un petit peu après, j'étais déjà un petit peu plus à l'aise sur les images qu'on a vues. Mais c'est vrai que quand on voit cette filiation, quand on voit tous ces journalistes émérites et célèbres qui ont présenté le 20h, bah c'est vrai qu'on se rend compte de la grandeur, de l'importance de la chose. Et comment ça s'est passé? J'étais à iTélé et Canal+, parce que j'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Bernard Zécry, qui est un type incroyable, avec lequel j'ai eu un vrai coup de cœur professionnel, qui m'a cueilli à la radio, puisque avant de faire de la télé, j'ai fait beaucoup de radio, et j'ai notamment travaillé à Radio France, tu l'as rappelé tout à l'heure, sur le réseau France Bleu, et à France Info pendant 5 ans. Et Bernard Zécry, il est venu me chercher à la radio, il m'a dit tu m'intéresses, je te propose de présenter le 18h d'ITélé et le journal de la mi-journée sur Canal+. Ce que j'accepte, non pas pour faire de la télé, parce que moi, peut-être qu'on en reparlera, mais ma vocation de journaliste, c'est d'abord une vocation de journaliste pour le journalisme, pour le traitement de cette matière qu'on appelle l'information. Et c'était pas de faire de la télé ou de la radio, de la presse écrite. Et d'ailleurs, mon premier média, qui est encore un média de cœur pour moi, c'est la radio. Donc j'étais bien en radio. Mais Bernard me propose de présenter un journal d'une demi-heure à 18h sur iTélé. Le 18h, c'est un peu à l'époque surtout, c'était un peu le 20h des journaux, des chaînes Tout Info, avec des responsabilités éditoriales qui me parlaient à ce moment-là. Et donc j'ai quitté Radio France pour le groupe Canal+, et cette chaîne iTélé. Et je suis entré, donc j'ai commencé mes premiers journaux télé au mois de septembre, et au mois de mars, je reçois le coup de fil de Patrick Poivre d'Arvor, que j'avais croisé quelques années auparavant. Et Patrick, il me dit, Patrick Lelay, qui était à l'époque le patron de TF1, va t'appeler, il a quelque chose à te proposer. Bon, eh bien, j'attends le coup de fil de Patrick Lelay, on est au mois de mars. Patrick Lelay me fait appeler, et il m'invite dans son appartement parisien, aux Invalides, où je me rends. Il m'offre un livre d'Ernest Renan, le philosophe. C'est un livre sur Averroès, philosophe arabe Averroès. Et il me fait cette proposition, il me dit, on a parlé avec Patrick et on aimerait que tu le remplaces pendant les journaux d'été. Et donc je lui dis, je vais réfléchir. Je lui dis ça alors qu'évidemment ma décision était déjà prise, mais par principe, quand même que j'appelle mon épouse pour lui en parler. C'était quand même un truc qui méritait d'être partagé. Et donc, voilà comment ça s'est fait, très simplement. Et voilà comment, très simplement, je suis arrivé à la rédaction de TF1, qui m'a super bien accueilli, qui m'a protégé, qui m'a encadré. On a fait quelques répétitions. Et puis, la nuit du 15 au 16 juillet 2006 se passe très bien. Je dors comme un bébé. Le 16 juillet, j'arrive à la rédaction. Je connais déjà un certain nombre de mes collègues, puisqu'on a préparé tout ça pendant quelques semaines. Et tout se passe parfaitement bien. Jusqu'au moment où j'arrive dans le studio, où je m'assieds sur le fauteuil. Là, les spectateurs ne voient pas évidemment, mais on a des écrans et on voit ce qui se passe. Alors
Alors à la fois sur notre antenne à nous, mais sur France 2, sur France 3, M6, etc. Les dépêches AFP. Et on a évidemment les dépêches AFP. Et le moment où je vois Evelyne Delia finir son bulletin météo et annoncer le journal présenté par Harry Roselmack, là je me rends compte que c'est moi et qu'il va se passer un truc. Un des sujets marquants de ce journal-là, tu te souviens ou pas? Je sais qu'on avait fait, on avait fait un sujet parce que je me rappelle parce que on m'a demandé si c'était de mon fait, mais on avait fait un sujet sur une coiffeuse en région parisienne qui était noire et qui a été victime d'un acte raciste, de quelque chose d'assez grave, et on l'avait traité dans le journal. Et je me rappelle le sujet parce qu'on m'a demandé est-ce que c'était de mon fait ou pas, alors que non, c'était pas le cas, c'était l'actu de ce jour-là. Combien de temps de 20 heures tu as fait, Harry? Combien de temps tu as remplacé PPDA? Eh bien, j'ai remplacé PPDA puis Laurence Ferrari pendant 5 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un journal qui t'a plus marqué qu'un autre sur les 5 ans? Est-ce qu'il y en a un qui t'a... Je te dis ça parce que j'ai posé la même question à Anne-Claire Coudray il n'y a pas longtemps, et elle m'a dit, elle se souvient très bien du 8 juillet 2016, juste au moment où elle prend quasiment sa fonction, c'était un an après. Et à 19h50, Michel Rocard est annoncé décédé et tout son journal a été chamboulé et elle ne maîtrisait plus son journal, elle a subi son journal. Donc c'est un truc qui l'a marqué. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a marqué comme ça? Non. J'ai eu la chance de ne pas avoir ce genre de... Même si c'est une expérience que j'ai vécue en radio, c'est une expérience, et je vais en parler, qu'on a vécue sur 7 à 8, même si c'est quelque chose de très stimulant au final. C'est-à-dire que c'est un peu perturbant parce que c'est un peu sauter dans le vide en se demandant si le parachute va bien s'ouvrir, mais c'est quelque chose d'extrêmement stimulant, et en général les meilleurs JT sont ces JT-là, parce qu'à ce moment-là on se surpasse, on sort un peu de ce quotidien, parce que ça fait peut-être bizarre de dire ça, parce que pour beaucoup de gens c'est quelque chose de pas ordinaire que de présenter un journal, mais quand vous le faites jour après jour, pendant des semaines, des mois, ça devient votre quotidien professionnel. On ne banalise pas ça, on ne doit pas banaliser, à mon avis, quand tu es devant 8 millions de téléspectateurs. Est-ce que tu y penses devant la caméra? Ce que je veux dire, ça n'est pas le banaliser, ça veut dire que on a un savoir-faire qu'on a acquis, on a des habitudes de travail, on sait se poser les bonnes questions, et que quand quelque chose vient perturber ça à 10 minutes de l'antenne, et qu'on voit tout le travail qu'on a fait partir à la poubelle parce qu'il y a une info qui domine tout, qui écrase tout et qu'il faut la traiter, voilà, ça nous sort d'un confort de travail, et c'est dans ces moments-là qu'on est le meilleur. Alors justement, quand tu prends la parole le 16 juillet 2006, à qui tu penses? Juste 2-3 minutes avant, tu penses à tes parents, à ta... Je suis complètement concentré sur ce que je vais faire. Je pense à mes titres, je relis pour la 15e fois ce que j'ai écrit, pour être sûr que c'est bien écrit. Et non, je suis entier consacré à ma tâche. Et pour répondre à la question que tu as fait me poser, on ne pense pas aux téléspectateurs. Enfin, on pense aux téléspectateurs en fabriquant le journal, mais au moment où on est devant la caméra, on ne pense pas aux 8 millions de téléspectateurs. On pense à la responsabilité qu'on a, mais on ne se dit pas, il y a 8 millions de personnes qui nous regardent à chaque instant, parce que ça pourrait être paralysant. Pour info, c'est le journal télévisé le plus regardé en Europe. C'est quand même un truc de dingue. On sent bien que chaque mot est important, mais à côté de ça, tous les sujets qui vont être traités, ils sont comment vous les choisissez, vos sujets? Enfin, je vais un petit peu plus loin. Comment vous les choisissez, vos sujets? Alors, les sujets, pour faire un sujet de 7 à 8, c'est pas tellement une question de thématique, c'est plus une question d'accès. Un bon sujet 7 à 8, c'est un sujet dans lequel on aura des incarnations fortes, c'est-à-dire des gens. Nous, on ne fait pas des sujets on fait pas de dossier. On ne va pas faire un sujet sur les ventes de voitures en France, ça ne nous intéresse pas. En revanche, si on a quelqu'un qui incarne cette thématique-là, qui a vendu des voitures exceptionnelles, bon là je prends un exemple qui n'est pas forcément opportun, mais nous, ce sont les gens et ce sont les accès que nous donnent ces gens. Des gens qui sont
plutôt en mauvaise santé, des gens connus. Vous avez déjà des sujets sur eux, les anciens présidents de la République, par exemple, est-ce qu'il y a des sujets qui sont au chaud et qui peuvent sortir immédiatement? On en a assez peu, mais toutes les rédactions, et notamment dans les JT, ont des sujets qu'on appelle des nécros, qui sont prêtes au cas où quelqu'un dont on sait qu'il est susceptible de partir voilà, à un moment ou à un autre, peuvent être dégainés assez vite, ce qui effectivement évite les situations que qu'Anne-Claire vous décrivait, où on n'a rien prévu et où il faut fabriquer dans l'urgence, chercher du témoignage dans l'urgence. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont interdits chez vous, chez 7 à 8? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne doit jamais traiter? Non. Il n'y a pas de sujet interdit. Il y a une façon de les traiter, de les montrer. On ne montre pas tout, parce qu'évidemment, on a un public. Alors, on a des sujets qui sont moins de 12. Il y a les petites signalétiques, là. Il y a des sujets qui sont moins de 12. Moins de 16, ça n'est jamais arrivé à ma connaissance. Mais on évite, de toute façon. Mais il n'y a pas de sujet interdit, non. Tout sujet peut faire l'objet d'un 7 à 8 si, encore une fois, on a les ingrédients pour raconter cette info. Tu l'as dit tout à l'heure, donc vous êtes une chaîne commerciale, donc forcément vous cherchez de l'audience. Quels sont les sujets qui sont les plus vendeurs aujourd'hui? Je ne le dirais pas comme ça, mais les sujets dont on est quasiment sûr qu'ils fonctionnent, c'est des sujets de consommation, c'est des sujets de proximité, qu'on diffuse plus d'ailleurs dans 7 à 8 live que dans 7 à 8, puisque on a dissocié ces deux magazines parce qu'ils offrent un traitement de l'info un peu différente. 7 à 8 live, c'est vraiment la proximité, c'est le quotidien des gens qui nous regardent. Et 7 à 8, ce sont plus des documents qui peuvent nous amener loin ou pas, mais des documents forts, exceptionnels. Et puis des sujets évasion qui, eux, par définition, nous emmènent très loin. Donc non, plus un sujet est proche de notre public, plus ça va être simple à raconter parce qu'on sait que ça va marcher, que ça va toucher le public. Les 280 personnes qui sont dans la salle, est-ce que c'est ton public? Oui, notre public, il va de 7 à 77 ans, même 4. On mesure les 4 ans et plus. Donc de 4 à jusqu'à ce que vos jambes vous portent, jusqu'à la fin de vie, dont on a vu tout à l'heure. Donc oui, tous les publics sont nos publics. C'est la particularité de TF1, c'est que on est une chaîne de masse. On n'est pas une chaîne de public ciblé. Et notre émission, alors on a des sujets qui vont plus intéresser notre public jeune, d'autres qui intéresseront plus notre public féminin, d'autres qui intéresseront plus le public un peu plus senior. Mais dans 7 à 8, on a tous les types de sujets. C'est quoi les clés de succès aujourd'hui de Harry Roselmack aujourd'hui? Pourquoi cette réussite? On a tous un peu déjà une partie de la réponse, mais j'aimerais l'entendre de ton côté. Pourquoi aujourd'hui tu as réussi aussi bien à travers les médias? La première chose, c'est parce que je le fais avec sincérité et authenticité. Moi, on m'a très vite dit, Catherine Nel, qui était ma directrice de l'info, mais qui avant ça était ma rédactrice en chef, elle m'a dit, Harry, la télévision, c'est un révélateur de vérité et de vérité parfois profonde. C'est-à-dire que si tu joues un rôle, les téléspectateurs, ils vont le sentir, ils vont s'en apercevoir. Donc, sois toi-même, et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours essayé d'être moi-même le plus possible et de faire mes choix, de conduire ma carrière en fonction de ce que je voulais vraiment et de ce qui me guidait vraiment, qui est encore une fois l'amour des mots, l'amour des gens et l'intérêt pour tout ce qui les concerne. Et je crois que c'est ça qui marche et c'est ce qui fait que les gens le ressentent et qu'ils ont une opinion en général plutôt positive. Si tu n'avais pas été journaliste... Je serai plus court la prochaine fois, mais arrête de me poser des questions comme ça aussi, non. Olivier. Si tu n'avais pas été journaliste, tu aurais fait quoi? J'aurais fait un métier en lien avec l'écriture, que ce soit voilà, scénariste, auteur. J'ai d'ailleurs écrit des chansons, enfin tout ce qui est lié à l'écriture. Combien de livres tu as écrit? J'en ai écrit plusieurs, mais j'en ai publié un. Merci Harry, merci pour ce bon moment. Grand merci à tout le monde et merci beaucoup.